Oula, c'est fort. Bonjour les amis et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, je suis désolé, je suis pas chez moi et j'ai oublié mon micro. Je suis chez ma maman et je n'ai que le micro de l'ordinateur pour enregistrer cette vidéo. Je vais essayer de parler le plus clairement possible, malgré ma voix assez grave ou rauque, comme vous le voulez. Alors, nous sommes là pour les non, pour le bulletin astronomique, car donc je me présente, Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc c'est parti cette semaine, le bulletin astronomique pour la période du 15 au 23 novembre 2024, la troisième phase de la deuxième lune d'automne nord printemps sud. C'est donc troisième phase toujours de la pleine lune au dernier quartier, la pleine lune ayant lieu le 15 novembre à 22 heures quelque chose, 22 h Euh, 28, 22 h 28 exactement. 22h30. Ça dépend des éphémérides. Allez. J'ai 22h30 à peu près. Allez, moi j'ai 22 h 28. Oui, mais c'est oui, oui, oui. Et le dernier quartier a lieu le donc samedi 23 novembre à 2 heures et quelque chose. 30 aussi. Ouais, 2h. Ouais. Moi j'ai 2h27. Donc c'est la troisième phase donc, de la pleine lune. Au dernier quartier, la lune est donc gibbeuse décroissante. Nous allons reparler de la pleine lune. Ah, Elle va être très haut dans le ciel cette semaine, donc on va peut-être commencer tout de suite. Je commence de suite par partager la fiche résumée. Nous allons voir la Lune, le Soleil. Le Soleil, cette semaine, change de signe, change de constellation et se trouve à l'opposition d'Uranus. Donc il y a à dire sur le Soleil et puis les planètes. Saturne qui reprend son mouvement direct. Donc, et Uranus qui est à l'opposition du Soleil. Ça fait un environnement assez technologique. Ça. Une ambiance assez technologique cette semaine. On va en reparler. Alors, je partage. Donc, directement la fiche de la semaine. Comme ça, on a tout sous les yeux. Et ensuite, nous allons sur Stellarium pour voir de visu ou prévoir que ce que nous pourrons voir. Donc, troisième phase de la deuxième lune d'automne nord-printemps-sud, de la pleine lune, le vendredi 15 novembre à 22h28 ou 21h28 en temps universel, au dernier quartier, le 23 novembre à 2h27, 1h27 UTC. Donc, nous allons donc de la pleine lune. Elle est conjointe à Uranus, puisque le Soleil est à l'opposition d'Uranus 2 jours plus tard, même pas, hein, presque un jour et quelques heures plus tard, en fait, de 22h28 à 3h34. Voilà, une trentaine d'heures plus tard, c'est l'opposition du Soleil-Uranus. Donc la pleine lune est conjointe à Uranus. On va la voir ensuite, elle est conjointe aussi à Jupiter le 17, donc quand elle est gibbeuse décroissante. Et on va la voir aussi cette semaine conjointe à Mars, mercredi 20. Donc là, elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, puisqu'à la pleine lune, la lune se lève au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Et puis, de jour en jour, passé la pleine lune, elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit, culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche de plus en plus tard dans la matinée. C'est ainsi que si vous voyez la lune dans le ciel en fin de nuit et le matin, ne vous cherchez pas à savoir si elle est croissante ou décroissante, elle est décroissante. Vous la voyez le matin et si vous la voyez le soir, elle est croissante. Voilà, après-midi et début de nuit croissante,
Et puis, quand on la voit, quand elle est dans le ciel en deuxième moitié de nuit et matinée, elle est décroissante. Et donc, au cours de cette troisième phase de la lunaison, nous assistons au lever de lune de plus en plus tardif en première moitié de nuit. Et c'est une belle observation. Chaque lever de lune dans la nuit, bah, c'est beau, en fait. Et alors, c'est là qu'on peut aisément constater le déplacement de l'azimut de son lever de jour en jour, qui soit se déplace vers le sud. Dans ce cas-là, sa déclinaison va être de plus en plus basse et sa hauteur de culmination aussi, ou s'il se déplace vers le nord, l'azimut de son lever de jour en jour, eh bien, sa course va être de plus en plus haute dans le ciel, et donc elle va culminer de plus en plus haut. Et voilà, donc nous allons la voir effectivement cette semaine, justement, se lever de plus en plus à gauche, si vous regardez vers l'est, donc vers le nord, en début de période jusqu'au 18, puisqu'elle atteint sa déclinaison maximale le 18 et qu'elle est vraiment très très haute, cette déclinaison maximale, puisqu'elle est presque en même temps à sa latitude maximale. Donc ça la fait grimper très haut dans le ciel, à 73 degrés, pour chez moi, plus que ça même, 77. Donc très très haut, pas au zénith quand même, sous nos latitudes, mais très très haut, pour avoir le soleil au zénith, il faut être entre les tropiques, et puis pour la Lune, il ne faut pas en déborder de beaucoup. En ce moment, ils ont la Lune au zénith à 5 degrés au nord du tropique du Cancer quand même, et du tropique du 5 degrés au sud du tropique du Capricorne. Parce que justement, elle arrive à cette... à chaque fois, je me dis, je vais retrouver le mot. C'est pas élongation, enfin si, c'est quand même son élongation, l'élongation maximale de l'azimut de son lever et de son coucher. Donc voilà, pour la Lune. À part ça, elle s'approche de l'apogée, même si c'est un peu plus tard, puisque la période se rallonge. Hein. Et, sa distance à la Terre augmente. Prochaine apogée, je vais vous dire ça. Prochaine apogée, je ne sais pas, bientôt. Je l'ai noté normalement. Bon, eh bien, ce sera la semaine prochaine. Et donc, la période, elle passe de plus en plus de temps dans chaque signe. Et donc, on va la voir, puisqu'elle est très haute. Passer du signe du taureau, enfin, voir, c'est devant les constellations, et elle est devant la constellation du bélier, le soleil, celle de la balance, pour cette pleine lune, qui s'appelle la pleine lune du castor dans les traditions amérindiennes, et elle est donc dans le 25e degré du signe du taureau, le soleil, donc 25 scorpions à l'opposé. Et elle va entrer dans le signe des Gémeaux, samedi 16 à 8h08. Donc, en conséquence, dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Donc, conjointe aux Pléiades, le 16 à 8h32, donc à voir le 17 au soir, puisque la culmination a lieu à 0h, la lune culmine à 0h37, soit au minuit vrai, c'est la pleine lune, donc la nuit du 15 au 16, et les Pléiades à 0h57, et comme la lune passe tout près des Pléiades, elle les occulte pour le nord-est du Pacifique, l'Amérique du Nord et le nord-ouest de l'Atlantique. Je continue avec la lune, ensuite elle est conjointe à Aldébaran, mais elle passe très très au nord d'Aldébaran, le 17 à 0h39, le 17 à 21h52, donc la nuit suivante, la nuit du 17 au 18, notre lune gibbeuse décroissante est conjointe à l'étoile Elnat, donc bêta du taureau, au bout de la corne du taureau, celle qui fait la jonction avec le cocher. On va voir ça avec Stellarium. Et donc là, elle est tout près de l'étoile, hein, et je crois qu'il y a une occultation. Et donc là, à ce moment-là, les deux se lèvent en même temps, à 18h15, et culmine aux alentours de 2h30, l'étoile en premier. La Lune entre dans le signe du Cancer lundi 18 à 9h49 et atteint donc sa déclinaison maximale ce même lundi 18 novembre à 11h19 à 28 degrés 32 au-dessus
du plan équatorial, ce qui l'a fait culminer très haut. Pour notre localisation, 78,5, oui, 83. Oh, waouh! Hein, puisque nous, on est pour 45 degrés de latitude nord, ça fait 45 degrés, on rajoute 23 degrés de déclinaison nord, donc 78, et on rajoute 5 degrés de latitude nord de la Lune en plus, on arrive à 83 degrés pour la latitude 45 nord, donc t'enlèves 4 degrés, 79 degrés de hauteur de culmination à Paris pour la Lune le 17, quoi, le 17 novembre. Bien cela, oui, et donc elle culmine vers 2 heures du matin, donc le 18 au matin, voilà. Et donc elle atteint sa latitude maximale quelques 6 heures plus tard. Ensuite, elle est conjointe à l'étoile Pollux le 20 à 3h07, et là, à ce moment-là, elle se lève à 20h24, la Lune à 20h30, et puis elle entre dans le signe Pollux, l'étoile Bêta Gémeaux de la constellation des Gémeaux, mais néanmoins la plus brillante des deux étoiles qui marquent les Gémeaux, Castor et Pollux. Mercredi 20, la Lune est conjointe à Mars, elle vient d'entrer dans le signe du Lion, et elle est conjointe à Mars, donc dans le 5e degré du signe du Lion, alors qu'elle, en même temps, elle rentre dans les limites zodiacales. Donc elle redescend en déclinaison, puisqu'elle pétait à 28 degrés de déclinaison, elle redescend dans les limites qu'atteint le Soleil lui-même au solstice, ce Soleil qui trace les limites zodiacales. Donc elle rentre dans les bornes juste après avoir été conjointe à Mars. Et puis, elle arrive dans le signe de la Vierge samedi 23 à 0 heure pétante, à notre heure légale française, et dans les 20 minutes qui suivent, elle est conjointe à l'étoile Régulus du Lion, puisque Régulus marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 1er degré du signe de la Vierge. Et voilà, et on arrive au dernier quartier, c'est donc juste avant le dernier quartier, donc le dernier quartier est conjoint à Régulus, et donc la Lune à ce moment-là se lève au milieu de la nuit, donc le dernier quartier a lieu à peu près pour nous à l'heure de son lever, juste un petit peu après certainement. Alors nous avons aussi cette semaine le Soleil, alors d'abord qui est à l'opposition d'Uranus le dimanche 17 à 3h44 dans le plan écliptique, et ça se produit à 5h13 dans le plan équatorial, et en héliocentrique, la Terre est conjointe à Uranus à 3h30, c'est typiquement uranien, tout se passe en même temps. Voilà, il n'y a pas de planète pour qui les trois aspects de cette configuration, c'est-à-dire l'opposition du point de vue géocentrique dans le plan écliptique, dans le plan équatorial, et la conjonction en héliocentrique qui correspond à l'opposition en géocentrique, il n'y a pas de planète pour laquelle ça se passe en aussi peu de temps. C'est typiquement uranien. Voilà, donc voilà pour le Soleil opposé à Uranus. Et puis ensuite, notre Soleil va entrer dans le signe du Sagittaire jeudi 21 à 20h56. Et donc il va y rester jusqu'au 21 décembre à 10h20 où ce sera le solstice d'été. Il est encore devant d'été dans l'hémisphère sud alors. Comme elle se rattrape là-dessus. Ah ouais, mais c'est vrai, on peut penser à nos amis de La Réunion et de tous les endroits dans l'hémisphère sud qui peut-être nous écoutent. Nouvelle-Calédonie et autres lieux dans l'hémisphère sud, ou qui sont français et qui vivent dans un pays de l'hémisphère sud. Bref, donc à ce moment-là, il est encore devant la constellation de la Balance, et il va arriver devant celle du Scorpion, le jour juste après le dernier quartier, en fait, le samedi 23, donc à 6h13, il va arriver devant la constellation du Scorpion, mais comme vous le savez peut-être déjà, il n'y reste pas longtemps, car vu la découpe des constellations telle qu'elle est faite, et depuis 100 ans, par l'Union astronomique internationale, je crois même que c'était en 1924, si mes souvenirs sont bons, et donc le 29 novembre, elle va arriver devant Ophiuchus, le porteur de serpents,
Donc, pourquoi on peut parler aussi du serpentaire quand on associe au fucus et les deux serpents qui portent à droite et à gauche, enfin de la tête et la queue du serpent. Voilà, et donc il est à ce moment-là dans le deuxième degré du signe du Sagittaire. Alors, les autres nouvelles de la semaine, du point de vue des planètes, c'est donc Saturne qui reprend son mouvement direct. Donc, elle était rétrograde depuis le mois de juin, je crois. Et revient, son mouvement redevient direct jusqu'au 13 juillet prochain, 2025, où elle atteindra le deuxième degré du signe du Bélier. Et donc, dans le plan équatorial, elle redevient directe le 16 novembre à 6h57 et elle est aussi encore dans la tranche horaire poissonneuse des poissons. À part ça, donc on a dit que Uranus était à l'opposition du Soleil et donc au périgée, au plus près de la Terre. Pareil, ça se passe pratiquement en même temps. C'est Uranus, hein, c'est dimanche 17 à 0h03. Et donc, à part Saturne qui reprend son mouvement direct, Uranus qui est à l'opposition et donc au périgée, on a aussi du côté des planètes donc les rapides, Mercure qui atteint son élongation maximale samedi 16 à 9h08. Donc Mercure dans le ciel du soir, difficilement visible, mais bon, cette semaine, voilà, c'est la chance. Si l'horizon est propre et dégagé, il faut que ce soit dégagé et limpide. Il y a moyen de voir Mercure qui est autour de la magnitude 0 et qui se couche environ 1 heure après le Soleil, mais il faut vraiment que les conditions atmosphériques soient bonnes et peut-être il faut des jumelles parce que, évidemment, c'est encore assez lumineux, le ciel du côté du couchant, même 1 heure après le coucher du Soleil. À part ça, nous avons encore Mercure qui atteint sa déclinaison minimale. Ça, c'est un avant-goût de sa rétrogradation, car elle va bientôt devenir rétrograde. Elle est hors limite zodiacale du 6 au 30 novembre, hors limite zodiacale sud. Et puis, après, c'est en héliocentrique qu'il se passe des trucs. Il se passe beaucoup de trucs en héliocentrique. Donc d'abord, Mercure, qui bien sûr cavale, qui rentre dans le signe des poissons le 16 à 1h41, qui est conjoint à Vénus en héliocentrique le 19 à 6h02, puis à Saturne le 20 à 10h55, alors que Vénus va être conjointe à Saturne le 22 à 13h39. Donc en héliocentrique, on a un regroupement Mercure, Vénus, Saturne. Et puis on a aussi donc la Terre conjointe à Uranus, puisque c'est l'opposition d'Uranus en géocentrique. On a notre Vénus qui atteint sa latitude minimale en héliocentrique, voilà. Et ce sera le 30 novembre en géocentrique, parce que le point de vue n'étant pas le même, eh bien, en hélio, on la voit descendre et commencer à remonter, si on est du point de vue du Soleil, alors que du point de vue de la Terre, elle descend encore jusqu'au 30 novembre à une mesure variable, alors qu'en héliocentrique, c'est fixe. C'est toujours 3 degrés 23 minutes pour Vénus, ce qui est l'angle d'inclinaison de son plan de révolution autour du Soleil sur l'écliptique, c'est-à-dire le nôtre, plan de révolution autour du Soleil. Et puis en plus, alors non seulement on a notre regroupement Vénus, Mercure, Vénus, Saturne, mais on a ensuite le 22 Mercure qui cavale conjoint aussi Neptune, qui n'est pas loin de Saturne, et qui ensuite rentre dans le signe du Bélier, juste avant le dernier quartier, donc en héliocentrique, hein, je vous lis le bleu là, hein, ce qui est en bleu. Donc le 23 à 1h21, et puis il faut noter aussi Mars qui, en héliocentrique, entre dans le signe du Cancer pour 2 mois, ce qui fait qu'elle va être, elle va être à l'opposition début janvier, et qu'à ce moment-là, elle va aller dans le même signe en hélio et en géo, et donc ça se passera dans le signe du Cancer. Là, pour l'instant, en géocentrique, elle est entrée dans le signe du Lion, elle va devenir rétrograde, et quand elle sera à l'opposition, elle sera en Cancer, donc puisque ce sera aussi en héliocentrique, parce qu'elle est en Cancer en hélio jusqu'au 25 janvier. Et bien sûr, elle entrera dans le signe du Lion. En héliocentrique, c'est à peu près 2 mois. C'est plus régulier qu'en géocentrique, même s'il y a des élastiques. Je vous ai dit la semaine dernière, Mars est entré dans son printemps nord, automne sud.
pour une durée de 6 mois environ, mais les saisons de Mars, justement, ont des durées beaucoup moins égales que les nôtres, puisque l'orbite de Mars est plus allongée que la nôtre. Ça influe sur la durée des saisons. Alors, mes petits amis, nous allons parler encore un peu. De quoi faut-il parler? Bon, la comète Chunchin, et on ne la voit plus. Je mets encore une belle photo qui sera sur l'article. Jupiter, évidemment, est de plus en plus observable, donc les phénomènes de ces lunes aussi. Il faut signaler cette semaine les Pléiades qui passent au méridien au minuit vrai, le 22 novembre, soit 0h37 pour le méridien de Paris. Et donc les Pléiades qui culminent 45 degrés de latitude nord à 70 degrés de hauteur, très haut déjà. Et puis l'amas globulaire M80 qui entre dans le champ du coronagraphe Lascaux C3. Donc ça c'est petit détail. Et puis les étoiles filantes, car nous avons cette semaine le maximum des Léonides, qui est un important essaim, et celui des alpha-monocérotides, donc dont le taux horaire zénital peut varier de 5 à 400. Donc monocérotide, ça veut dire que le radiant provient de la constellation de la Licorne, qui se trouve en dessous de Orion, tandis que Léonide provient évidemment de la constellation du Lion, qui se lève en deuxième moitié de nuit. Et puis alors, on peut avoir des Andromédides, des Taurides sud et nord, et des Orionides de novembre. C'est une belle semaine pour les étoiles filantes. Alors, Stellarium, voilà, ça va passer vite comme d'habitude, toujours trop vite. Donc, nous voici les pieds sur terre et prêts à lever la tête vers les étoiles. Ici, c'est à l'instant, j'ai arrêté le temps là, mais c'est le 14 au soir, donc je vais passer au 15 au soir, coucher du soleil, vous voyez, d'un soir, est-ce que vous voyez mon soleil là? Là, le 15 au soir, là, le 16 au soir, là c'est le 17 déjà, non c'est le 16 au soir. Donc il va se coucher chaque soir un peu plus près du sud, sa course est de plus en plus petite jusqu'au jour du solstice d'hiver pour l'hémisphère nord. Donc le soleil se couche et la nuit arrive. Donc le soleil est devant la constellation de la Balance, comme nous l'avons dit. Vous voyez, 17h43, là vous pouvez essayer de choper Mercure quand même à 2 ou 3 degrés au-dessus de l'horizon, tandis que Vénus, voilà, vers 18h, horizon dégagé. Alors on va se mettre un océan pour l'horizon. Paysage, océan. Voilà, donc on peut attendre jusqu'à 18h. Et là, Mercure peut se distinguer avec des jumelles. Et Vénus se voit bien, donc nous sommes là au sud-ouest. Alors on va se tourner vers le sud parce que très tôt, vous voyez, sud-est, on a Saturne, je suis allé trop loin. Et je vais diminuer un peu. Et on va prendre, voilà. Alors en début de nuit, si on se tourne vers le sud, on a Vénus à droite, un peu bas, et Saturne à gauche, un peu haut, en dessous. Alors prenons un peu avançons dans la nuit. On voit l'étoile Faux-Maillot austral. Mercure, Uranus, on la voit un peu plus tard. Oh. J'affiche mes constellations, donc Saturne qui est devant la constellation du Verseau. On va rajouter 2-3 noms d'étoiles. Alors de bien remarquer Faux-Maillot qui se voit bien. Voilà, du Poisson austral juste en dessous de Saturne et donc qui s'élève dans la nuit. Alors on va aller un tout petit peu à 19h, allez, 19h. C'est l'heure à peu près où culmine Saturne, à 19h30. 20h. Ah ouais, 20h. Alors, Saturne culmine à peu près aux alentours de 20h, donc on va partir là-dessus. Donc devant la constellation du Verseau, donc on a le Capricorne qui se couche et le Sagittaire qui est déjà couché, qu'on voit encore en tout début de nuit. Et je vous ai dit que le Soleil arrivait devant la constellation du Scorpion le 23, donc on ne voit plus le Scorpion. On se tourne vers l'est, sud-est, donc s'élève Pégase et les Poissons. Donc à côté de Saturne, tout près, il y a Neptune, mais on va attendre
4-5 jours, là, on va attendre vers le 20 que la Lune ne soit plus dans le ciel en début de nuit pour apprécier Neptune et apprécier Uranus. Il a pour la pleine Lune et conjoint à la pleine Lune. Alors, là où nous sommes le 16, voilà, le 15, Lune, Uranus, la nuit de la pleine Lune, on a Uranus en dessous de la Lune, mais c'est pas le moment de chercher à regarder Uranus, bien entendu. Tout ça à côté des Pléiades, qui passe donc au méridien à la nuit, le 22, puisque c'est la pleine Lune, on a ça qui passe au méridien en milieu de nuit. En dessous, qu'on voit très très bien Aldébaran, et surtout, bien sûr, le phare de Jupiter qui s'élève et brille très fort, et Capella qui brille pas mal bien fort aussi. Et ici, Elnat, à laquelle la Lune est conjointe alors donc les Pléiades le 17 et le 17, voilà, le 16 à peu près les Pléiades, le 17 Elnat, cette Lune qui se lève de plus en plus tard. Donc le lendemain, allez, je me mets sur la ligne, le 18. Donc on a pratiquement toutes nos planètes, vous voyez. On va attendre une petite heure de plus pour voir apparaître, voilà, il est 21h. Orion se lève, les Gémeaux se lèvent. Voilà, 22h, ben, ça se précise, c'est plus net. Et Mars se lève, voilà, aux alentours de 22h. Donc de plus en plus tôt, Mars de plus en plus brillante. Donc en dessous de Castor et Pollux, elle s'éloigne comme ça, mais après elle va devenir rétrograde et va revenir en dessous de Castor et Pollux. Donc le 22, le 23, non, pardon, c'était le 16, le 17. Non, ça fait pas ce que je veux. Le 18, le 17, le 18, le 19, elle est conjointe à Pollux, la Lune. Le 20, elle est conjointe à Mars. Donc on va se mettre un petit peu là. Et elle va se lever de plus en plus tard. Donc on va prendre un peu plus de retardé dans la nuit. Là, il est 23h, minuit, donc la nuit du 20 au 21, 0 heure. Voilà le lion qui se lève avec les léonides qui fusent. Ici, donc, le radiant des alpha-monocérotides. Et donc, on se tourne un petit peu vers le nord. Voilà, et il nous reste la nuit du 21 au 22. La Lune arrive devant la constellation du Lion. Et le 23, prenons une heure de plus, le 23 à 1h du matin, soit à peu près à l'heure du dernier quartier, pardon. J'espère que vous m'entendez bien. Eh bien, elle est conjointe à Régulus. Voilà le parcours au cours de la semaine. On arrive à entendre. On arrive à entendre. J'espère que vous mieux. Oh là là, bon. Et voilà, et vers le nord, eh bien, puisque nous sommes là en milieu de nuit, voilà, c'est parfait. Donc en milieu de nuit en ce moment, vers le nord, nous avons, et en ce moment, en cette saison de l'année, car tous les ans, ça change pas, c'est toujours pareil, sauf décalez-vous de quelques millénaires si vous voulez que ça change. Au milieu de la nuit, en cette saison, nous avons la petite casserole, donc la petite ours, comme suspendue à sa queue, si c'est une casserole, et le dragon qui sont en bas, au plus bas, à leur culmination inférieure, on dit la grande ours, ou voilà, la casserole, elle est comme ça, elle remonte à droite, et puis Cassiopée, elle descend à gauche, tandis que du côté de l'ouest, eh bien, disparaît complètement le grand triangle de l'été que l'on voit encore à l'ouest en début de nuit, et puis au milieu de nuit, où nous sommes là, eh bien, disparaissent, descendent à l'ouest Pégase, Andromède, les poissons, le bélier, le triangle et très haut Persée, car au milieu de la nuit, voilà, nous avons Persée au zénith. Alors le vrai milieu de la nuit, c'est 0h37. Voilà. Et c'est le seul truc. Alors on a vu Mercure et en tout début de nuit et Vénus. Ensuite, on a vu Saturne qui est déjà là en début de nuit. Puis Neptune. Alors Neptune et Uranus, revenons dessus. Au moment du dernier quartier, ça ira très bien pour les observer. Et donc là, plutôt en début de nuit. Donc on va reprendre quelques heures.
On va se mettre à 21h30. Il fait nuit noire en cette saison à 21h30. Et on va se retourner vers le sud. Donc, pour Uranus, sud-est, très haut à côté des Pléiades. Donc, par là, et ben, t'as pile, on est dessus. J'adore viser les trucs. Et alors, donc, les planètes, bah, il faut les suivre. Alors, avec des jumelles, on peut la repérer Uranus, à droite des Pléiades, au milieu d'un champ d'étoiles, mais enfin bon, ça doit être, c'est jouable. Voilà, faut la distinguer de tous ces petits astres, toutes ces petites étoiles, mais qui brillent autant. Bon, alors elle est donc de magnitude 5-7, donc dans un ciel parfait, c'est normalement visible à l'œil nu, mais soyez au moins à 3000 mètres d'altitude et sans l'ombre d'un nuage, une transparence absolue, vous verrez Uranus à l'œil nu. Et son diamètre apparent, qui est maximal, donc, puisqu'elle est au plus près de la Terre, est de 3,7 secondes d'arc. Donc voilà, c'est la gloire d'Uranus, là, c'est la bonne période. Et ce qui est bien encore, tout à fait bien pour Neptune, donc qui se trouve devant les Poissons, non loin de Saturne, qui la talonne. Donc on a notre Saturne là. Hein, nous sommes au sud. Il est 21h30 à peu près. Saturne est à droite, donc côté sud-ouest. On repère en dessus de Saturne le grand carré de Pégase. En dessous, il y a Faux-Maillot du Poisson austral. Et le grand carré de Pégase, eh bien, nous avons les Poissons qui forment un V sous Pégase. Et devant la tête des Poissons, qu'il faut finir par distinguer, cette petite figure à cinq côtés, il y a ce petit rectangle qu'on repère, et Neptune à côté du petit rectangle. Non, c'est pas elle, voilà. Plutôt là, voilà. Voilà, donc Neptune, c'est très bon moment pour voir Neptune en début de nuit, à partir du 19-20, faut qu'il fasse nuit noire et que la Lune ne soit pas encore là. Et voilà, donc elle est rétrograde aussi. Hein. Uranus est aussi rétrograde, d'ailleurs les deux sont rétrogrades. Hein. Il vous faut forcément un instrument pour apprécier la belle planète Neptune. Alors, nous allons aller voir quelques images. Tout va bien, Christophe? Oui, Bon, bah oui, oui. alors il me reste quelques minutes pour partager les images que j'ai sélectionnées. Minute. Vous retrouverez dans l'article. J'en profite pour vous dire merci à tous les abonnés qui augmentent gentiment chaque semaine. Merci infiniment. Merci pour vos likes et vos partages et vos commentaires. Et je m'efforce d'en tenir compte. J'ai toujours toujours que je fasse une gaffe. Alors bon, aujourd'hui, c'est l'oubli du micro. Hein. Partageons les images et restons d'être dans le temps. Donc, merci beaucoup. Aussi, si vous voulez mettre un petit tip pour encourager la cagouille céleste qui progresse de semaine en semaine sur le champ des étoiles. Je repartage mon écran avec ici. Voilà, donc première image, le parcours de Mercure, puisque Mercure avance vite devant les étoiles. Alors, dans le trait jaune continu, c'est le plan de l'écliptique, et le trait des petites croix, c'est Mercure, donc du 1er octobre à début mars prochain, et elle sera devant les Poissons. Là, actuellement, nous sommes donc c'est novembre, 14 novembre, voilà. Elle avance encore. 14 novembre, elle va devenir rétrograde fin novembre. On suit sa rétrogradation. Elle passe au-dessus du plan de l'écliptique. Elle est devant là, le Scorpion et Ophiuchus. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle va broder sur la frontière des constellations Ophiuchus et Scorpion. Donc actuellement, elle est devant Ophiuchus, va repasser devant le Scorpion, puis elle repassera devant Ophiuchus, et elle arrivera dans le Sagittaire après sa rétrogradation, donc au mois de janvier. Voilà. La Lune, quand elle va être à sa libration minimale en latitude, le 19 novembre, donc histoire de repérer le cratère Atlas et son pote Hercule qui est juste à côté, voilà. Donc ça, c'est la nuit du 18 au 19, donc à 3 heures du matin. C'est le coucher du soleil sur la Lune, donc on voit Atlas, et la nuit suivante, dès que la Lune s'est levée, vous pouvez regarder, vous aurez le coucher du soleil sur Hercule. Vous pourrez apprécier la progression du coucher du soleil sur la Lune.
Ça, c'est une photo de la Lune gibbeuse décroissante du il n'y a pas longtemps. C'était le 10 novembre. Voilà, donc on reconnaît les formations principales. Là, elle est croissante. Hein. J'espère que j'ai pas dit décroissante. Là, elle est croissante. On va vers la pleine Lune. Donc le Soleil est en train de se lever sur la mer des pluies. Là, c'est le cratère Platon, voilà, et le golfe des Iris qui se dessine donc 4-5 jours avant la pleine lune. Une photo de, alors filet d'étoiles, d'avions. Alors les traits rouges et orangés, c'est des avions, et les traits très serrés, là, c'est un lancement de Starlink. Voilà, 1 heure de filet d'étoiles dans le Missouri. Bon, mais chez nous, c'est à peu près, c'est pareil. Voilà, donc vous avez les avions, tout ça, c'est des avions. Et il nous reste moins d'1 minute, donc